Donc ce que nous avons vu dans l'introduction, c'est que au cœur de la négociation, il y a cette notion d'une situation d'interdépendance, d'intérêt au moins en partie antagoniste, et du fait que le résultat, la décision, est produite par une interaction. Or, ces éléments-là, à quoi font-ils penser? À la théorie des jeux dont vous avez forcément entendu parler dans le cadre de votre master. Donc, pour le souligner, je reprends simplement un élément de définition de la théorie des jeux résumé pour vulgariser par Bernard Guérien. Donc, il s'agit d'étudier des situations qu'on appelle par convention des jeux. Ces situations sont des situations où il y a des individus qu'on appelle des joueurs, prennent des décisions, chacun étant conscient que le résultat de son propre choix, c'est-à-dire ses gains, va dépendre du choix fait par les autres. Donc ça, c'est la notion d'interdépendance. Et le fait que chacun ait envie d'avoir les meilleurs gains possibles, c'est l'interdépendance avec des divergences. Et donc, la théorie des jeux, c'est une théorie de la décision en interaction. Donc, vous vous rappelez qu'en théorie des jeux, chacun va se demander quelle stratégie il peut adopter. En fonction de la stratégie que l'autre va adopter et de la rencontre, de l'interaction de ces deux stratégies, va résulter des outcomes pour l'un et pour l'autre. Donc, on voit bien que la structure centrale de la théorie des jeux est identique ou très proche à la structure centrale de la négociation. Chacun a des espoirs de gain, mais se trouve pris dans une situation où ces gains vont dépendre de ce que fait l'autre et de ce que lui-même fait. Et de cette interaction va venir le résultat de la négociation. Alors, du coup, la théorie des jeux a été utilisée à partir des années 50 même pour étudier la négociation, puisque les théoriciens des jeux ont bien vu le lien. Et Howard Raifa, qui est l'auteur sur lequel je vais m'appuyer pour tout le début de la séance sur les approches inspirées de la théorie des jeux, était un spécialiste de la théorie des jeux et de l'analyse mathématique de la décision. Il a publié dans les années 50-60 des livres qui sont des livres de référence sur l'optimisation de la décision et sur la théorie des jeux. Or, au début des années 70, il a été nommé directeur d'un institut de recherche Est-Ouest lors de la guerre froide à Vienne, qui s'appelle l'Institut d'analyse de systèmes avancés. L'idée de création de cet institut, c'était que pendant la guerre froide, les Russes et les Américains avaient très très peu d'occasions de discuter de manière non conflictuelle, et donc ils ont choisi à un moment donné de dire ok, on est incapable de discuter sur l'essentiel, essayons de coopérer sur des petites choses, au moins pour garder des canaux de communication ouverts. Et parmi les initiatives qu'ils ont prises pour ça, ils ont créé à Vienne cet institut de recherche qui était une sorte de mini-organisation internationale qui faisait des recherches et dont étaient membres à la fois des pays occidentaux et des pays de l'Est. Donc c'était très intéressant, avant la chute du rideau de fer, de voir comment fonctionnait cet institut. Donc Howard Raifa était le premier directeur, donc celui qui a monté tout le système de cet institut. Et c'est à la suite de cette expérience qu'il est passé de théoricien des jeux à théoricien de la négociation, et qu'il a écrit ce livre The Art and Science of Negotiation, qui à mon avis est un des meilleurs livres sur la négociation. Et dans l'introduction, il écrit la chose suivante. J'ai reçu une formation d'analyste de la décision et de théoricien des jeux. Il est un peu trop modeste. Je suis un des grands spécialistes internationaux de l'analyse de la décision et de la théorie des jeux. Est-ce que ces disciplines m'ont aidé dans mes négociations concrètes ? Probablement mon analyse des problèmes que j'avais à traiter était plus conceptuelle, c'est-à-dire j'avais des concepts pour structurer la réflexion, mais je n'ai jamais réellement utilisé les techniques, je rajouterais mathématiques, de la théorie des jeux,
Donc les concepts et les idées, oui, mais les techniques, non, dans mon rôle de négociateur et de directeur. Ce que je retiens de ça, et on va le voir pendant toute la séquence, c'est que l'analyse de la négociation, elle a tout à gagner à emprunter des concepts à la théorie des jeux. En revanche, elle n'a pas grand-chose à gagner à essayer de rentrer dans la dimension calculatoire de la théorie des jeux pour calculer des solutions. Donc ça, on reviendra là-dessus à la fin de la séance. Donc on va chercher des concepts clés sur la décision en interaction, et puis des modèles conceptuels de situations dans lesquelles il y a des intérêts divergents et interdépendants. On va trouver les modèles conceptuels de ces situations dans la théorie des jeux. Donc, le premier élément le plus simple, c'est le jeu à somme négative. Autrement dit, ce que l'un gagne, l'autre le perd. Et là, la structure est relativement simple. Et on va introduire les premiers concepts du marchandage. Imaginez la rencontre entre quelqu'un qui veut vendre une moto d'occasion et quelqu'un qui veut acheter une moto d'occasion. Donc, le vendeur se dit je ne vends pas ma moto à moins de 2000 euros. L'acheteur qui cherche ce modèle de moto se dit moi je ne suis pas prêt à payer la moto plus de 3000, à payer une moto de cette marque et de ce modèle plus de 3000 euros. Donc vous voyez qu'entre les deux, il y a une plage de recouvrement. Donc il y a une plage de négociation possible dans cette théorie du marchandage du jeu à somme positive. Et ensuite, l'enjeu de la négociation va être, mais à quel niveau ça va être double. Un, est-ce qu'ils vont réussir à se mettre d'accord ? Est-ce que c'est certain qu'ils vont réussir à se mettre d'accord ? Non. Donc, il y a deux enjeux. Le premier, vont-ils arriver à se mettre d'accord ? Ça n'est pas sûr, parce qu'en fait, il peut très bien y avoir une plage de négociation, mais ils peuvent très bien mal s'y prendre. Par exemple, le vendeur peut demander beaucoup trop pour la moto, dire moi je veux 5000 euros, et l'acheteur peut se dire, en voyant la petite annonce sur le Bon Coin, ouais, de toute façon, celui-là, j'arriverai jamais à le faire descendre en dessous de 3000, donc c'est pas la peine. Ou bien, ils entament leur dialogue, ça se passe mal, et on arrête. Donc, premier enjeu, c'est est-ce qu'on va se mettre d'accord. Deuxième enjeu, si on se met d'accord, à quel niveau de prix on va se mettre d'accord. Sachant que ce niveau de prix va être entre 2000 et 3000 euros dans le cas hypothétique. Et on voit bien que c'est un jeu à somme nulle, puisque ce que l'un gagne, l'autre le perd. La somme des gains des deux va être fixe. Et donc, on va essayer de marchander entre les deux. Alors, ce marchandage, il va nous introduire d'autres concepts du marchandage. Donc, le premier concept, c'est la valeur de rupture. C'est le prix en dessous duquel le vendeur ne veut pas vendre ou au-dessus duquel l'acheteur ne veut pas acheter. Mais ça ne suffit pas, parce que vous n'allez pas arriver devant l'autre en lui disant de toute façon je ne vendrai pas moins de 2000. Si je dis je ne vends pas moins de 2000, la négociation est terminée. La moto elle se vend à 2000. Ce n'est pas forcément mon but. Donc il faut que je me demande quel est mon objectif, à combien j'ai envie de la vendre. Donc il faut que je me pose une deuxième valeur repère. Par exemple, je voudrais vendre ma moto, si possible, 3200 euros. Et puis, si je veux atteindre cet objectif, il est évident que je ne peux pas le dire à l'autre. Si je dis je veux la vendre 3200 euros, l'autre va me demander de baisser le prix, je ne vais pas pouvoir complètement résister, et donc je vais sans doute la vendre moins de 3200 euros. Donc, si je veux vraiment la vendre 3200 euros, il faut que je demande plus pour qu'il y ait de la marge de manœuvre de marchandage pour qu'on arrive au résultat final, 3200 euros. Donc, il va falloir que je choisisse une valeur, une position affichée. Donc, par exemple, si je suis le vendeur,
Je me dis, ok, de toute façon, je ne la vends pas moins de 2000 euros. Mon but, c'est d'en tirer 3200 euros. Pour ça, je vais la mettre en vente à 3600 euros et je vais me laisser une marge de marchandage. Voilà un exemple de stratégie simple de marchandage. Donc, on reconnaît les premiers concepts de la liste, le point de retrait ou prix de réserve ou point de sécurité, c'est les 2000 euros pour le vendeur. En dessous de ça, je ne tombe pas d'accord. La zone d'accord possible, les objectifs de négociation et le montant des offres. Il reste encore deux éléments clés. Le premier, c'est qu'on va les découvrir dans une sorte d'étude de cas qui est proposée par Howard Dreyfus. Donc je vais vous raconter son cas et je vais de temps en temps m'interrompre pour vous demander qu'est-ce qu'on fait dans cette négociation. Donc vous mettez à la place du conseiller en négociation et je vous raconte la situation et on réfléchit ensemble à comment on prépare cette situation. Donc le cas est le suivant. On a un universitaire qui est membre du conseil d'administration d'une association caritative qui gère une maison de réinsertion pour des jeunes en difficulté. Donc c'est une espèce de grande bâtisse qui n'est pas en très bon état mais qui est sur un grand terrain dans une banlieue pas terrible. Et dans cette grande bâtisse vivent ensemble une vingtaine de jeunes et une dizaine d'éducateurs. Le but étant pour des jeunes qui sont en phase de décrochage de la drogue ou qui ont eu des difficultés psychologiques et qui sont soignés, etc., de retrouver un mode de vie et de réapprendre l'autonomie pour se réinsérer dans une vie autonome. Cet universitaire est appelé par la directrice de cette maison d'insertion qui lui dit, voilà, on vient de recevoir un coup de fil d'un type qui dit qu'il est promoteur et qui serait intéressé à acheter notre maison. Ok, notre propriété. Et alors là, ils discutent un petit peu tous les deux, et puis ils se rappellent qu'effectivement, un an avant, ils avaient discuté en conseil d'administration du fait que ce serait bien peut-être de changer d'endroit pour être dans un quartier un peu moins pourri, parce que être dans un quartier pourri, c'est pas formidable pour des jeunes en réinsertion, il y a trop de tentations, etc. Et puis pour avoir une maison en meilleur état et un peu plus adaptée, mais qu'ils en étaient restés là de cette décision. Et donc, l'universitaire, un de ses voisins de bureau dans le même couloir, c'est le grand spécialiste de la négociation Howard Dreyfus, et donc il va le voir pour lui demander conseil, comment je prépare cette négociation, qu'est-ce que je dois faire. Donc je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous conseillez de faire aux membres du conseil d'administration qui se retrouvent chargés de gérer cette affaire-là? Trouver un moyen d'évaluer le bien, soit par eux-mêmes, soit en comparant les biens équivalents ou en faisant appel à un expert. Ok. Donc, vous allez chercher la valeur de référence de marché de votre bien. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Et ça nécessaire pour changer d'endroit. 2, vous allez vous demander combien il faut pour changer d'endroit. Chercher à créer de la concurrence avec le promoteur intéressé pour faire monter la valeur à laquelle on possède notre bien. Voilà. Plusieurs fonds de négociation. Éventuellement, voilà. D'autres choses à faire? On peut identifier son objectif aussi, parce qu'ils sont contactés par quelqu'un. Est-ce qu'ils ont besoin de changer après un an? Finalement, ils sont restés à la donc un peu évaluer ce qu'ils ont besoin pour changer, mais aussi à quel point ils ont besoin de changer. Alors, là, ils ont, un an avant, ils n'avaient pas été plus loin, simplement parce qu'ils ne voyaient pas comment ils pourraient avoir les moyens financiers de changer. Donc, si la transaction là, leur donnait les moyens financiers de changer, ils pourraient être intéressés à changer, oui. Qu'est-ce qui nous manque encore comme chose à faire?
S'assurer que la capacité d'accueil du foyer restera la même. Voilà, mais donc ça revient à étudier les autres solutions. J'aurais dû chercher des informations sur le promoteur, voir quels sont ses Voilà, objectifs. voilà. Donc il faut chercher des informations sur le promoteur. Donc là, on a bien les questions, donc on va pouvoir avancer dans notre histoire. Premièrement, en ce qui concerne qui est la personne qui les a contactés, une courte recherche leur permet de constater que c'est effectivement une société de promotion immobilière qui a pignon sur rue. Donc c'est bien quelqu'un de sérieux. Deuxièmement, en ce qui concerne le prix des solutions alternatives, c'est-à-dire ce que ça leur coûterait d'aller dans une autre maison, en fait ils avaient identifié ils avaient dans leur ligne de mire deux propriétés qui seraient mieux que la leur. Une première qui était en vente pour 175 000, enfin qui pourrait être achetée à 175 000 $, et une deuxième qui pourrait être achetée à 235 000 $. Ceci dit, il faut quand même compter qu'il n'y a pas que l'achat de la maison, il faut compter aussi le coût du déménagement, des travaux, etc. Et donc, en faisant une petite estimation, ils en arrivent à considérer que la moins chère des deux, ça coûterait 220 000 $ pour déménager dans cette, tout compris, hein, l'achat, les frais, etc. Et que celle qui était encore beaucoup mieux, c'était 275 000 $. Donc pour 220 000 $, ils pouvaient déménager dans quelque chose de mieux, et pour 275 000 dans quelque chose de beaucoup mieux. Ok ? Donc maintenant, l'autre question, c'est quid de la valeur de référence de marché. Donc ça, vous voyez bien, on va aller regarder dans les petites annonces, etc., comparer avec des propriétés comparables. Et là, ils s'aperçoivent qu'en gros, la valeur de référence, c'est quelque chose comme 125 000 $. Ça s'inscrit en tout cas dans une fourchette qui serait entre 110 et 140 000 $ quand on regarde les prix auxquels se vendent des propriétés comparables dans le quartier ou dans des quartiers comparables. Donc voilà où on en est une fois qu'on a fait ces premières investigations. Alors du coup, dans cette situation, hein, il nous faut, donc je vous rappelle, les deux propriétés auxquelles on peut aller, c'est 220 000 ou 275 000 pour celle qui est vraiment super. La valeur de référence de marché de la maison, c'est 125 000. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. Quand on regarde ce dont on dispose actuellement, savoir si on pourra se permettre d'aller. Non, on n'a rien. On n'a rien. Non. Il faut que ce soit financé entièrement par la vente de la maison. Pardon ? Non. Là, on raisonne. Ouais. C'est de montrer au promoteur qu'il pourra faire de la pub grâce à ça, que grâce à son achat d'immeuble, il a permis, il trouve une valeur, lui, promotionnelle du fait qu'il a eu une position. Là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que il pourrait être d'accord pour perdre de l'argent sur l'achat de la maison, moyennant le fait que ça va améliorer sa réputation. Oui. On va peut-être pas souligner qu'il va perdre de l'argent, mais c'est pas Disons que peut-être qu'il s'en apercevra lui-même, hein, c'est son métier. on ne pourrait pas montrer que la maison elle a, je sais pas, des caractéristiques qui sont supérieures à ce qu'il y a d'abord dans le marché et du coup que la valeur est justifiée. Le problème, c'est qu'on a cherché en tenant compte toutes les caractéristiques de la maison pour tomber sur la valeur de marché. Vous voyez comment sont par exemple à Paris les logiciels qui vous permettent de calculer la valeur d'un appartement. On tient tout en compte. L'exposition, les ascenseurs, l'état de l'appartement, etc. On sait ce que le promoteur veut faire du terrain. Alors, là, on approche. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question dans des termes plus généraux ? Quelle est la question qu'on va se poser ? Voilà, la question, c'est quelle est la valeur que le promoteur peut créer sur la base de l'achat de la maison, parce que s'il existe une possibilité de se mettre d'accord,
ça va être sur cette valeur, puisqu'il faut que cette valeur soit supérieure à ce qu'il faut que nous, on tire de la vente. Ok ? Puisqu'en effet, ce que nous ont appris les investigations précédentes, c'est que si je remets ça dans les concepts qu'on a vus sur le marchandage, qu'est-ce qu'on a pu fixer déjà comme point repère de marchandage sur la base de ce qu'on avait ? Une valeur de rupture qui est de 220 000, la propriété la moins chère. Donc, si on peut vendre, donc il faut vendre la maison plus cher qu'à la valeur de référence de marché, donc il faut s'interroger sur la valeur pour le promoteur. Alors, comment peuvent-ils s'y prendre nos universitaires là, pour essayer de répondre à cette question ? Donc, ils font la même chose que ce qu'a fait le premier. Ils vont toquer à quelques couloirs plus loin dans le département aménagement urbain pour trouver et ils vont interroger 2 spécialistes de la promotion immobilière et de l'économie de l'immobilier et ils leur demandent mais d'après vous combien de valeur ça peut créer cette opération. Donc c'est une société immobilière qui rachète, comme vous le voyez bien quand vous vous promenez dans des quartiers de ville en France, qui rachète des grandes maisons avec des grands jardins pour transformer ça en appartements résidentiels en copropriété. Et donc effectivement, on crée de la valeur en faisant ça. Et ce qu'il demande à ces spécialistes, c'est au fond, quelle valeur se crée dans une opération immobilière comme celle-là ? Quel est le bénéfice que peut en tirer le promoteur ? Alors, la première, ce que leur disent les spécialistes, c'est que c'est extraordinairement difficile d'évaluer avec une quelconque précision cette valeur créée. C'est pas comme s'il existait quelque part une ABAC qui va vous dire, voilà la valeur créée par une opération immobilière. Donc il va falloir imaginer, construire, se faire une sorte de modèle intellectuel de l'opération et ce qu'elle peut rapporter. Mais à force de les interroger, ils passent quelques heures à travailler avec ces profs d'aménagement et ils leur disent, voilà, en gros, le bénéfice qui peut se tirer d'une opération comme ça, c'est quelque part entre 275 000 et 475 000 $. Ça peut être plus, ça peut être moins. Dans le langage un peu probabiliste de Raifa, il y a 50% de chances que ce soit entre 275 et 475, 25% de chances que ce soit moins que 275, 25% de chances que ce soit plus que 475. Donc voilà, en gros, ils leur disent peut-être que ça va être quelque part entre 275 et 475, mais ça pourrait être plus, ça pourrait aussi être moins. Alors, comment on raisonne à partir de cette première exploration ? Qu'est-ce qu'on apprend avec cette interaction et qu'est-ce qu'on va essayer d'en déduire pour le marchandage qui s'annonce ? Est-ce que vous pouvez vraiment évaluer la valeur de rupture de la société immobilière ? Non, pas vraiment, parce que vous avez une information extrêmement peu précise sur leurs intérêts. Donc ça, non. Mais quelles sont les informations précieuses que vous tirez déjà de ça ? Il y a la place pour un accord. Voilà, c'est qu'il est fort probable qu'il y ait la place pour un accord qui vous permette, vous, de déménager. Qui permettent même, avec pas mal de chance, d'aller dans la meilleure des deux filets. Ok, donc il y a sans doute une vraie marge de négociation si vous arrivez à négocier de manière à ce que l'autre vous renvoie une partie de la valeur. C'est quand même ça l'enjeu. Alors, comment vous allez... qu'est-ce qui reste à faire là avant de lancer la négociation ? Quels sont les repères que vous pouvez poser et quelles sont les décisions que vous avez à prendre ? On va proposer au promoteur.
Pardon? Le prix qu'on va proposer au promoteur. Alors, donc, vous avez déjà votre valeur de réserve, c'est 220 000 $. Donc, il faut vous interroger sur quel est le prix d'annonce, c'est-à-dire la première demande que vous allez faire. Mais il faut vous interroger sur une troisième valeur. Rappelez-vous les valeurs que j'ai listées. C'est quoi la troisième valeur? C'est l'objectif de négociation. Donc on va se fixer un objectif de négociation et on va se fixer une valeur d'annonce. Alors qu'est-ce qu'on peut se fixer comme objectif de négociation? C'est quoi la valeur de 275. Si c'est entre les 75 et 475, Pardon? Et du coup, on va demander un prix supérieur au début. Mais l'objectif, ce serait 275. Alors est-ce que vous êtes tous d'accord pour prendre 275 comme objectif? je suis pas content de prendre plus. Alors, qui serait partant pour prendre 275 et qui pour plus? 275? Alors, qui 275? Qui plus? Ok. Pourquoi plus et combien plus? Je vous écoute. Pardon? Comme objectif, hein? Pas comme prix d'annonce, mais comme objectif. Alors, pourquoi on pourrait prendre plus comme objectif? Voilà, parce que vu que c'est un promoteur, la notion de marge d'erreur, des probabilités, il va sur plusieurs biens, on peut prendre l'espérance parce que sur plusieurs biens, au final, ces marges d'erreur, ça va se compenser. Et donc estimer que c'est vraiment 375 ce qu'il va en tirer. Et alors on ne peut pas prendre 100% du bénéfice, mais on peut au moins partir sur le fait que se donner pour objectif de sur tout le bénéfice d'aller chercher 70% du bénéfice. Voilà. Donc là, ce serait une raison du genre il faudrait le faire parce qu'on peut, et que c'est une bonne chose d'avoir plus que moins. Donc c'est vrai que c'est utile pour l'association caritative. Hein, si en vendant son siège, elle arrive à déménager et à avoir de l'argent pour des projets, ça c'est bien. Il y a une deuxième raison pour mettre l'objectif de négociation au-dessus, ce serait laquelle? C'est que ça n'est pas une science exacte. C'est-à-dire que si vous fixez comme objectif 275 000, comme vous savez que vous allez être un peu en dérapage par rapport dans la négociation, vous pouvez gagner à vous donner un objectif un peu au-dessus, comme dans le tir à l'arc. Hein. Ouais. Mais si le prix est trop élevé, le promoteur il va juste se dire on va complètement moi et je vais commencer à Voilà. Donc là, on est dans un point clé de la théorie de la négociation, c'est cette tension. C'est-à-dire que si vous demandez 1 million de dollars, le promoteur va penser que vous vous foutez de lui et vous n'aurez pas d'accord. Donc, mais là, eux se disent que au fond, ça vaudrait le coup de se donner comme objectif un peu au-dessus de 275 000. Par exemple, on pourrait se donner comme objectif 300 000. Ça n'augmente pas beaucoup le risque que vous dites, mais par contre, ça diminue le risque de tomber sur 260 comme résultat final ou quelque chose comme ça, qui serait quand même beaucoup moins intéressant. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faut choisir une valeur d'annonce. Alors, quel raisonnement on peut suivre pour choisir la demande qu'on peut faire ou la première position de négociation? Est-ce que déjà, ça sera nous qui allons faire la première proposition? Ouais, alors voilà, ça c'est l'autre décision à prendre. Il reste 2 décisions à prendre. Est-ce qu'on parle les premiers ou bien est-ce que on attend que l'autre parle? Donc il y a 2 décisions à prendre. Est-ce qu'on parle les premiers ou on attend que l'autre parle? Et deuxièmement, quel montant on propose? Je vous écoute sur les 2. On va voir si le promoteur est un peu dans le même cadre d'analyse que celui pour lequel on a fait appel, pour savoir un peu les tarifs de son bénéfice et voir un peu si lui il nous dit j'en propose 100 000, on dira qu'on est quand même très loin de pouvoir réaliser l'objectif avec ce promoteur-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Discutons d'abord de cette proposition, ouais.
Et- Le laisser parler en premier, c'est de laisser aussi fixer les termes du débat. Et par exemple, on peut choisir de concentrer la négociation uniquement sur la valeur actuelle du bien, alors que nous, on peut décider d'emblée de partir sur la valeur qui pourra en tirer après la valorisation. Dans ce que vous avez dit, vous dites s'il propose 100 000, ça nous donne une information sur le fait qu'il n'a pas une fourchette de bénéfices aussi importante qu'on le pensait. Est-ce que c'est vrai ça? Il y a un certain intérêt ou pas sur le. Enfin, s'il y a un fort intérêt pour le bien, ça donne quand même. Enfin, moi, je pense que ça donne quand même. Je vois pas en quoi le fait d'avoir un fort intérêt sur le bien pourrait l'amener à proposer autre chose qu'un peu en dessous de la valeur de marché. Bah, si on a une certaine concurrence autour du bien, parce qu'on a dit au début. Mais la concurrence, elle est mesurée par la valeur de marché de référence sur le bien. Donc, même s'il peut faire $1 million de bénéfices, si les biens de ce genre-là se vendent $125 000 dans le quartier, le fait qu'il propose 110 000 ne m'apprend rien sur la valeur qu'il espère créer. Et on est dans une situation où en fait on a plus d'informations sur lui que lui en a sur nous, parce qu'on a pu commencer à cerner ses objectifs et lui, à quoi bon, c'est pas qu'on cherche une autre maison, et ça va permettre pour le coup de jouer sur la représentation qu'il a besoin d'avancer un prix en premier. Donc vous plaidez tous les deux pour qu'on parle d'abord. Ok. Moi je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il ne sait pas qu'on va acheter notre maison, parce qu'on a quand même des éducateurs, enfin c'est quand même l'activité de l'association, enfin une des activités de l'association. Oui, ça va quand même être rapidement assez transparent cet aspect-là, je suis d'accord. Ah oui, Ah d'accord, voilà. Alors, combien... Il y a pas aussi un risque d'effet d'ancrage, à partir du moment où on commence à donner un chiffre, après c'est difficile de beaucoup varier de ce chiffre-là. Alors, il y a un effet d'ancrage, c'est exact. Si on pense avoir des estimations pas trop bêtes, après les études qui ont été faites, etc., on passe pas pour, justement, on passe pas pour essayer de l'avoir en donnant un chiffre, justement, entre les 300 000. Enfin, si ce chiffre-là, justement, on est à peu près sûr, justement, autant en parler en premier pour avoir une négociation autour de ce chiffre-là. Oui, mais si vous dites 300 000, vous, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que vous disiez, mon objectif, c'est 300 000. Donc je propose 300 000. Qu'est-ce qui va se passer? On risque de ne pas atteindre les 275 000. Vous avez des grosses chances de ne pas les atteindre. Pour quelle raison? Mais lui, il va vous proposer quoi? Vous proposez 300 000. Lui, il va proposer combien? Pardon? 100. Bah oui, il va proposer un peu en dessous de la valeur de référence de marché. C'est logique. Donc vous allez proposer 300, lui va proposer 110. Qu'est-ce qui va se passer comme processus? Avec quel résultat? Ben voilà, vous allez lâcher, il va se produire ce que Raifa appelle la danse de la négociation, c'est-à-dire une suite de concessions réciproques qui vont faire converger quelque part vers un point plus ou moins dans le milieu de l'écart entre les deux positions initiales. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour décider de la demande de prix qu'on va faire? Pardon? 400, 110 et 400, gluc, on va avoir de la chance si on arrive à 210 ou 220. Après, le problème, c'est que si on fixe un prix vraiment trop élevé, il y a des chances qu'ils ne négocient même pas et qu'ils claquent la porte. Voilà, donc on voit bien le dilemme, mais ce que vous voyez, c'est que si vous voulez extraire de la valeur, il va bien falloir tenir compte du processus de marchandage, et si vous voulez arriver à 300, il va falloir demander quelque chose comme 600 ou 700 pour qu'il y ait de la possibilité de marchandage. Mais vous sentez en même temps que plus vous demandez, plus vous courez le risque qu'il n'y ait pas d'accord. Bon. Dans la circonstance, de toute façon, ça vous intéresse pas d'avoir un accord à 200. Donc, le pire qui puisse vous arriver, c'est que vous restiez dans vos locaux actuels. Donc, de toute façon, il va falloir poser une valeur initiale qui vous permette d'arriver à en tenant compte de la danse des concessions qui vont être faites, d'arriver à quelque chose de
de vraiment utile pour vous. Donc, dans l'histoire, eux se disent que, en gros, ils vont se donner comme valeur quelque chose comme 750 000 $, si c'est eux qui parlent les premiers. En pratique, c'est vraiment à peu près au milieu qu'on arrive dans ce genre de négociation-là, parce que ça peut être aussi à 20%, 80%. Donc l'heuristique qui est derrière de dire on va prendre le point qui nous fait arriver à notre objectif à la moitié entre les deux. Oui, alors, réponse 1, c'est pas une science exacte, c'est-à-dire que non, ça n'est pas un calcul balistique qui vous permet de voir comment les deux positions vont se rapprocher. Mais dans le cas d'espèce, la valeur polaire qui a l'attraction la plus forte, c'est la valeur de référence de marché. Donc si vous ne prenez pas une position initiale qui en écarte nettement le champ de négociation, ça va jouer plutôt dans cette direction-là. C'est-à-dire que il y a quand même un des pôles qui a un attracteur plus fort, là c'est la valeur de référence de marché. Et donc si vous voulez vous en écarter, il faut prendre le risque là et afficher quelque chose de suffisamment différent. Je continue l'histoire. Et donc, en mettant un peu moins de détails, donc il se retrouve dans la première réunion avec le promoteur. Et il commence à finasser, à discuter sur ce que l'un veut faire, l'autre, etc. Le promoteur explique que la propriété est vraiment décrépite. Ils expliquent qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent pour faire rendre un meilleur service social, etc. Mais après ça, il faut bien parler chiffres. Et donc, le promoteur leur dit, écoutez, dites-moi le prix minimum auquel vous pouvez vendre la maison, et puis moi je verrai si je peux vous donner un peu mieux vu le caractère social de ce que vous faites. Alors l'autre a un peu de répartie et lui dit non, faisons autrement, dites-nous le maximum au-delà pour lequel votre opération sera encore intéressante, et on verra si on peut faire un geste de bonne volonté. Bon, là on est toujours en train de jouer au chat à la souris, et finalement le promoteur fait une offre à 125 000 en disant écoutez, arrêtons de tourner autour du pot, la valeur de marché, vous avez comme moi regardé les annonces, etc. Votre truc il vaut 125 000 €, et donc moi je vous propose, pour pas qu'on ait une trop longue négociation, je vous propose 125 000 € pour votre propriété. Les autres finalement proposent 600 000 en ajustant par rapport à leurs 700 000 initiaux, et à partir de là ils continuent à discuter, ils jaugent les réactions, et puis l'autre leur dit écoutez, non, 600 000 c'est vraiment trop compliqué, non, là vous êtes vraiment pas réaliste, on va réfléchir. Hop, donc, fin de la première réunion. Donc là, ils reviennent voir Rafa et lui disent voilà ce qui s'est passé. Il a proposé 125 000, on a proposé 600 000. Qu'est-ce qu'on fait? Alors voilà, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Alors, décider si on attend qu'ils nous contactent ou si on les recontacte. Voilà, donc la première décision, c'est est-ce que c'est moi qui rappelle ou est-ce que j'attends qu'en face ça rappelle? Là-dessus, le promoteur, il est peut-être plus pressé que nous, parce que lui, c'est peut-être plus directement de l'argent pour lui, pour nous. Il n'est pas une semaine près, parce que ça prend 3 ans, un projet comme ça, ou 4 ans, donc... Oui, mais encore moins. Nous, ça fait déjà 1 an qu'on traîne et qu'on attendait, donc c'est que clairement, c'est pas du tout une priorité de temps. Oui, mais quel est le risque que vous courez, vous, c'est que... Vous courez 2 risques. Le premier, c'est qu'il ne vous recontacte pas parce qu'il a été découragé par votre offre initiale. Le deuxième risque, c'est qu'en fait, il y a quand même une assez... il peut très bien trouver d'autres propriétés pas mal pour un prix comparable. Donc vous risquez qu'il
qui change de cheval. Ouais. C'est quoi notre ressenti un peu de la réunion? On l'a senti comment? Oui, alors là, j'ai oublié de vous dire, le ressenti de la réunion, c'est que 600 000 c'était trop, mais qu'il n'est quand même pas, qu'il n'est pas tombé de sa chaise. Ce à quoi et qu'il n'a pas fermé la porte à une autre réunion. Et ce à quoi Raifa dit, oui, bien sûr, ça c'est l'impression que vous avez eue, mais rappelez-vous, lui c'est un professionnel de la négociation, donc ce qui vous envoie comme feeling, c'est quand même aussi lui qui le choisit. Donc il ne faut pas non plus prendre ça au pied de la lettre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rappelle, ou bien on attend, et comment on prend une décision comme ça, et si une fois qu'on est au téléphone, qu'est-ce qu'on a à proposer? Si on décide de reprendre l'initiative, on peut jouer sur des arguments type bon, on a rediscuté au sein de nos instances, il faut essayer de faire passer l'idée que c'est compliqué de revoir à la baisse nos offres de notre côté. Voilà. Donc, vous avez le choix entre rappeler, vous, en faisant une concession, que vous allez expliquer par quelque chose comme ce que vous venez de dire, ou bien attendre que l'autre rappelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Est-ce que le fait de faire une concession en premier ne peut pas le pousser lui à faire à peu près le même style de concession dans l'autre sens? Du style, on va descendre de 600 à 400, et c'est peut-être beaucoup, mais disons que le fait d'être le premier à faire l'effort d'accepter complètement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le fait d'être le premier à faire l'effort va induire l'autre à faire l'effort? Moi, c'est le moteur, du coup, il va croire qu'on peut descendre beaucoup plus bas et si on avance trop facilement, il va passer sur le bord. Voilà, donc c'est à double tranchant. Hein. C'est-à-dire, soit ça peut déclencher ou relancer, soit il va prendre ça comme un signal de faiblesse. Alors, qu'est-ce qu'on en conclut du point de vue tactique? Qu'est-ce qu'on peut adopter comme tactique? Bon, premièrement, pour cette raison, pour ne pas envoyer ce signal de faiblesse, on va attendre que l'autre rappelle. Hein, ça renvoie à plein d'autres problèmes similaires. On va dire, ok, pour ne pas paraître en position de faiblesse, on va attendre que l'autre rappelle. Ceci dit, quand on se dit j'attends que l'autre rappelle, on se pose une autre question subsidiaire, laquelle? Combien de temps on va attendre? Pendant combien de temps? Donc là, Raifa leur dit, ben voilà, effectivement, on a intérêt à attendre qu'il rappelle, mais on ne va pas attendre indéfiniment non plus, parce que ce serait dommage d'échapper à cette affaire si elle est faisable. Et donc, on va se donner une semaine à attendre qu'il rappelle. On décide de se fixer maintenant la plage. Voilà, on se fixe un délai d'attente. On attend une semaine. Si dans une semaine le promoteur n'a pas rappelé, c'est nous qui rappelons. Si c'est nous qui rappelons, eh bien, nous proposerons 500 000 en expliquant qu'on a discuté avec le conseil d'administration. Mais en attendant, on attend. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce raisonnement tactique? Ok. Donc, il choisit... Pardon? Non, on peut aussi choisir, une semaine, de faire un rappel de protocole. On n'a pas de nouvelles de notre côté. Est-ce que vous avez pu faire bouger vos prix? Oui, mais là... moi, si j'étais le promoteur et que ça se passe comme ça, je laisserais pourrir. Ouais. Si vous rappelez au bout d'une semaine, il faut rappeler avec une proposition. Sans ça, ça ne va pas avancer. Donc, dans l'histoire, donc, ils choisissent cette tactique-là. Dans l'histoire, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 4 jours, le promoteur appelle et dit, voilà, écoutez, j'ai discuté avec mes associés. On se rend bien compte que c'est quand même important pour vous de pouvoir mener votre action sociale. On vous propose 250 000. Et alors là, le type de l'association fait une grosse boulette. Il dit, ah bon, bah ça c'est quand même déjà bien mieux. Et donc il exprime qu'on est dans la zone d'accord pour lui, ce qui est effectivement une énorme boulette.
Évidemment, il s'en aperçoit tout de suite, il rétropédale et il dit que peut-être qu'il pourrait discuter avec le conseil d'administration pour voir s'il serait d'accord pour descendre à 475 000 $. Ok ? Donc, vous voyez que là, on est parti des positions extrêmes et boum boum, là, cette fois-ci, on est à 250 000 contre 475 000 dans les positions. Mais il y a eu cette boulette qui a envoyé un message qui a des conséquences, bien sûr, sur la négociation. Ok. Et à la fin, alors Raifa, il retourne voir Raifa qui leur dit, comment ça s'est passé, donc il raconte, et puis il dit, oui, mais 475 000, ça a l'air d'être quand même pas complètement en dehors des clous non plus, parce qu'à la fin de la réunion, le promoteur a dit, écoutez, on se recontacte pour un dernier tour de négociation. Ce qui envoie un autre signal, là encore. Ok. Donc, ensuite, ce qui se passe, c'est que pendant les jours suivants, ils vont négocier d'une certaine manière par téléphone. Donc, le promoteur propose 275 000, et puis l'association propose de descendre à 425 000. Et puis, le promoteur dit 290 000. L'association descend à 400 000 et 2-3 jours passent et le promoteur rappelle en disant, écoutez, on a pas mal discuté là, moi je vous fais une offre ferme à 300 000 et j'arrête de marchander. Je vous fais donc une offre ferme à 300 000. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On est dans cette situation. Rappelez-vous nos objectifs de négociation. Rappelez-vous notre situation. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je vous écoute. Alors, je vous écoute. Ceux qui acceptent. Ok, donc là, on est bien sur la moitié. Ceux qui acceptent pas, vous proposez quoi ? Le mettre au pied du mur en disant, vous, notre prix ferme, c'est 350 000. Donc, 350 ferme. Ouais, mais si après il part, vous allez perdre le trouver. Vous ? Pas forcément tout de suite, mais bien ce qu'on avait fait avant, on a l'administration et après on revient tout en sachant qu'on acceptera. Oui, ça, de toute façon, vous allez mettre des formes de ce genre-là. Alors, en fait, la considération tactique, là, est la suivante. Si vous prenez une position dure de marchandage, là, le risque que l'affaire échoue, il devient assez significatif parce que vous avez beaucoup à perdre. Dans les premières phases de la négociation, vous n'aviez pas grand-chose à perdre. Là, vous avez à perdre quelque chose qui est le projet le meilleur que vous puissiez envisager pour votre institution. Donc vous allez regarder à 2 fois avant de prendre ce risque. D'un autre côté, dire oui, c'est peut-être passer ou laisser passer de l'argent qui serait bien utile pour vos projets. Donc, ce qu'il leur conseille de faire et ce qu'ils font finalement, c'est de rappeler le promoteur et de dire, ok, écoutez, nous, 300 000, c'est un peu décevant pour nos projets, mais peut-être qu'on peut se mettre d'accord sur la formule suivante. Vous faites une donation de 40 000 $ à notre institution. Cette donation, elle est défiscalisée et elle ne vous coûte que 20 000 $, ce qui est quand même pas grand-chose par rapport aux enjeux. Et donc, moyennant ça, nous, on est dans la possibilité de réaliser un projet intéressant pour nos jeunes et donc on peut accepter votre offre. Donc vous voyez que là, on présente les choses d'une manière qui minimise le risque de rupture de la négociation et qui crée de la valeur, c'est-à-dire qui vous crée, vous, 40 000, donc on essaie de sortir du jeu à somme nulle pour rendre la chose plus facile. Donc on est dans la tentative d'arrondir la négociation. Finalement, le promoteur dit, écoutez, 40 000, vous y allez un peu fort, mais une donation de 20 000, c'est possible. Finalement, au moment où ils vont formaliser la promesse de vente, il s'avère que c'est trop compliqué juridiquement de faire une donation et ils vont vendre leur propriété pour 320 000 $
à l'acheteur, au promoteur immobilier. Donc, qu'est-ce qu'on... Ouais. Alors moi, j'ai juste une question, j'ai pas compris ce que ça aurait changé, enfin, ce que ça a changé de parler en premier ou pas, là, dans ce cas-là, sur la toute première proposition. Je vois pas ce que ça changerait. Ça n'aurait pas forcément changé énormément sur la suite. Genre, mais parce que, enfin, du coup, on s'était posé la question, on n'avait pas tranché, on n'avait pas vraiment répondu à cette question. L'intérêt de parler les premiers, c'est de mettre un ancrage haut. Le laisser parler en premier, dans ce cas particulier, ça n'est pas un gros risque, puisque comme tout le monde connaît la valeur de référence de marché, vous savez à peu près lui où il va poser. Donc, dans ce cas particulier, ça ne fait pas une énorme différence. Dans d'autres cas, ça pourrait faire une différence plus nette. Hein. S'il n'y avait pas une valeur de marché de référence nette, là, voilà, vous prendriez un risque que l'autre installe un ancrage bas qui va vous laisser plus difficile de remonter. C'est une question de rapport de pouvoir, aussi de rapport de force dans la relation. Plus on est en situation de domination dans la relation de négociation, plus on a intérêt à parler en premier, parce que sinon on risque de s'auto-censurer dans la discussion. Oui, mais là, en fait, comment vous analysez la relation de pouvoir dans cette négociation-là? On prend un stagiaire qui négocie son premier salaire, son premier emploi à la sortie de son stage par rapport à son employeur. Il est clairement... Là, effectivement, on n'est pas dans une situation où il y a des rapports de pouvoir qui sont clairs, mais il y a des situations de négociation. En fait, la situation de pouvoir, elle est liée directement, c'est une autre manière de dire l'interdépendance, le pouvoir. Hein, dire quelle est notre relation de pouvoir, c'est dire quelle est la nature de notre relation d'interdépendance. Dans l'exemple que vous prenez, l'employeur, s'il n'a pas besoin d'un stagiaire, effectivement, le stagiaire n'a pas beaucoup de pouvoir. Si en revanche, l'employeur, il se trouve qu'il a grand besoin urgent d'un stagiaire parce qu'il a signé un contrat et qu'il a besoin de faire un certain nombre de manips et qu'il a besoin d'un stagiaire, eh bien, le rapport de pouvoir peut être favorable au stagiaire. Hein, le pouvoir, c'est une mesure de la nature et du degré de la relation d'interdépendance. Donc, dans le cas qui nous intéresse, le promoteur, il a besoin d'avoir le terrain pour réaliser son opération. Les autres ont besoin de récupérer plus que la valeur de marché. Donc, ils se tiennent par la barbichette hein, dans cette relation-là. Donc, cet exemple, ce que j'en retiens qui est essentiel, c'est qu'on voit bien les concepts repères du marchandage. Et ce que je voudrais en retenir surtout, c'est que ces concepts ne sont pas automatiques, faciles. Hein, vous avez une situation qualitative qui est confuse, difficile à démêler, et ça va vous demander un certain travail de réfléchir et de poser vous-même en les construisant ces valeurs repères. Hein. Chacune des valeurs repères qu'on a construites, chacun des choix tactiques qu'on a fait, nous a demandé un travail pour poser ces valeurs repères à partir d'une situation complexe, qualitative et très imparfaitement connue. Hein, donc, dans le marchandage, il faut construire ces repères pour nous guider. Sans ça, on réagit au pifomètre à ce que l'autre dit et on a peu de chances de s'en tirer très bien. Hein, s'il n'y avait pas eu cette préparation de la négociation, ils auraient eu très peu de chances de tirer un prix correct de leur propriété. Ouais. On n'a pas parlé du fait d'être le premier ou pas à poser une offre ferme, justement. Ça, c'est un peu aussi une étape, non parce que là, une fois que le promoteur a posé l'offre ferme, il y avait un peu, est-ce qu'on prend le risque d'aller au-dessus, voilà. En même temps, il y avait le risque aussi de poser soi-même l'offre ferme et du coup d'arrêter la négociation. Exact. Et donc, effectivement, le fait de poser l'offre ferme augmente le risque de faire capoter la transaction, mais minimise le risque d'être obligé de faire d'autres concessions. Donc on retrouve la tension entre est-ce que je prends le risque de ne pas tomber d'accord
ou bien, mais dans ce cas-là, j'ai l'espoir d'avoir encore d'autres concessions, ou bien est-ce que je renonce aux concessions et non, je suis en train de m'en mêler là. Enfin, vous voyez bien qu'il y a un arbitrage à faire entre prendre un risque plus grand de faire capoter, mais espérer extraire plus de valeur, ou prendre un risque moins grand de faire capoter, mais extraire moins de valeur. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, en l'analysant, c'est assez naturel que ce soit le promoteur immobilier qui fasse la première offre ferme, puisqu'il y a des raisons de penser qu'il va être le moins sensible au risque, puisqu'il fait plus de transactions, et donc que ça a plus de limites que nous, qui sommes par exemple transactions. Oui. Ok.